Qu'est-ce que vous voulez? Moscou ou l'Europe? Vladimir Poutine, il faut qu'on parle. Je ne connais pas cette personne. Je crois que c'est un bon acteur. Notre première tâche sera d'arriver à un cessez-le-feu dans le Donbass. La clé de la résolution de ce conflit se trouve au Kremlin. Et ça, tout le monde le sait. Entre la Russie d'aujourd'hui et l'Ukraine, la paix est impossible. En avançant dans la cour de l'Élysée, il entre pour la première fois sur la scène internationale. C'est le jeune premier de ce sommet parisien, Volodymyr Zelensky, ancien comédien devenu président de l'Ukraine. Pour lui donner la réplique, un des rôles principaux dans le théâtre des nations. Vladimir Poutine incarne une Russie impérialiste. Dans ce huis clos, Angela Merkel et Emmanuel Macron jouent les metteurs en scène. Zelensky semble maîtriser son trac. Mâchoire serrée, Poutine, lui, maîtrise son personnage. Le dialogue va se nouer entre les deux hommes. À Kiev, cette toute première rencontre se déroule sous les yeux d'un public vigilant. Ми сьогодні прийшли стати вартою нашого суверенітету, стати вартою незалежності. І ми вистоїмо, ми переможемо. Дякую вам і слава Україні! Героям слава! Le tout nouveau mouvement résistance à la capitulation est né au moment où la rencontre avec Poutine a été programmée. Et si Zelensky était trop faible pour tenir son rang de président, s'il franchissait les lignes rouges, c'est pour l'encourager que Volodymyr Vassilenko s'est mobilisé. Cet ancien diplomate a inspiré la déclaration d'indépendance de l'Ukraine à la fin de l'Union soviétique. Ce n'est pas l'Ukraine qui a commencé la guerre, qui l'a continuée. C'est Poutine qui fait la guerre à l'Ukraine. C'est à cause de lui que les combats continuent dans l'est du pays. Son objectif, c'est d'épuiser l'Ukraine pour nous imposer ces conditions de paix qui sont incompatibles avec notre souveraineté, avec notre indépendance et notre identité. Naturellement, il faut essayer de négocier pour résoudre ce problème. Mais le rôle clé ici n'est pas joué par M. Zelensky, mais par Poutine. Ні федералізації! Ні федералізації! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Друзі, до нас прийшли. Volodymyr Zelensky est un histrion sorti de sa boîte qui, en quelques mois, a bousculé la vie politique ukrainienne. Sa popularité, ce président en surprise l'a puisé dans son ancien métier. Comédien dans une série télé au scénario prémonitoire, Zelensky incarne un professeur d'histoire, lui aussi élu président sur un coup du sort, dont l'époque a le secret. Je sais une chose,
Il me faut agir de telle façon que je n'ai pas honte de regarder dans les yeux mes élèves et leurs parents. Les tout derniers sondages montrent que près de 50% des Ukrainiens soutiennent les actions du président Zelensky. C'est beaucoup. Aucun président n'a obtenu ce niveau de soutien durant son mandat, surtout 6 mois après son élection. Dans les premiers jours de son mandat, les Ukrainiens ont du mal à distinguer la réalité de la fiction. Dans ma vie, j'ai essayé de faire tout mon possible pour faire sourire les Ukrainiens. Dans les 5 prochaines années, je ferai tout mon possible pour que les Ukrainiens ne pleurent pas. Notre première tâche sera d'arriver à un cessez-le-feu dans le Donbass. Une majorité absolue d'Ukrainiens pense qu'il faut résoudre ce conflit au Donbass par la voie pacifique des négociations. Seule une minorité est convaincue qu'il existe une option militaire. Mais en même temps, seulement 14% se disent prêts à n'importe quel compromis pour obtenir la paix. Les Ukrainiens disent oui à la paix, mais pas à tout prix. Dans ce dernier épisode de la guerre froide, la paix est synonyme pour l'Ukraine d'une adhésion à l'OTAN. Symbolisée ici, place de l'Europe à Kiev. Les rues de la capitale entendent depuis des années les Ukrainiens crier leur attachement à l'Ouest. Nous sommes tous ensemble, place Maïdan, et ce n'est pas la première fois. Tiraillée entre la Russie et l'Europe, l'Ukraine a fait son choix. Il n'y a que l'union avec l'Europe et les sanctions qui mettront Poutine à genoux. Éviter que l'histoire ne se répète. Quand il y a 6 ans, le président de l'époque a refusé de signer un accord avec l'Union européenne. Fin novembre 2013, des dizaines de milliers d'Ukrainiens pro-européens descendent dans la rue pour dénoncer la volte-face de leur président. Qu'est-ce que vous voulez? Moscou ou l'Europe? On fait une chaîne humaine, tous ensemble, pour montrer au monde que les Ukrainiens veulent rejoindre l'Union européenne. Un lieu symbolise cette contestation. Maïdan, au cœur de Kiev. Sur cette place de l'indépendance, une tragédie se prépare. Malgré un froid polaire, jour et nuit, ils sont des milliers à occuper le centre de la capitale du pays. Des groupes d'autodéfense sont créés, armés de boucliers, de bâtons, de barres de fer. Leur mission, protéger Maïdan. Tout autour de la place, les manifestants s'entraident. Ils érigent ces barricades avec des sacs remplis de neige. Le président Viktor Yanukovych opte pour la force. Il déploie dans la capitale les Berkouts, ces policiers anti-émeutes, réputés pour leur violence. Ce face-à-face va durer des semaines. En février 2014, la situation dégénère. Les Berkouts tentent de reprendre par la force le contrôle de Maïdan. Ils tirent à balles réelles sur les manifestants. En 3 jours, 100 personnes sont tuées à Maïdan.
Le 24 février, le président Yanukovych finit par quitter la scène et s'enfuit en Russie. Mais il est déjà trop tard. Le conflit s'étend et se propage dans tout ce pays, grand comme la France. Regarde sur le toit. Ça, ce sont des snipers de l'armée russe. L'escalade se poursuit au sud de l'Ukraine. Profitant du chaos dans la région, les forces spéciales russes débarquent en Crimée, une république autonome, mais rattachée à l'Ukraine. Une zone stratégique pour les Russes, un accès direct à la mer Noire. Les soldats ukrainiens perdent très vite le contrôle de la zone. Ils ne sont plus les bienvenus ici. En quelques jours, un référendum d'autodétermination est organisé en Crimée. Je participe au référendum et je vote pour la Russie. Résultat à la soviétique, 97% en faveur de l'annexion russe. Nous sommes fiers de rejoindre la Russie aujourd'hui. Nous attendions ce moment depuis si longtemps. Cette annexion va provoquer la pire crise entre l'Occident et les Russes depuis la chute de l'URSS. L'Ukraine est coupée en deux. À l'ouest du fleuve Dnipro, les habitants sont majoritairement pro-européens. À l'est, le regard est tourné vers Moscou. Au sud-est de l'Ukraine, dans le Donbass, cette zone frontalière avec la Russie, les séparatistes russophones soutenus et armés par le Kremlin occupent les bâtiments administratifs. Ils déclarent à leur tour l'autonomie de la région de Donetsk et de Lugansk. Dans ce scénario du pire, les combats éclatent. L'Ukraine accuse la Russie de vouloir l'envahir pour déstabiliser le pays. C'est un non-sens. Il n'y a pas de forces armées russes dans l'est de l'Ukraine. Il n'y a ni forces spéciales, ni instructeurs. Débute alors une guerre de position, une guerre de tranchées. Les chars des séparatistes font face à l'armée ukrainienne. Chacun campe sur ses positions. Les tirs d'artillerie sont à ce moment-là le quotidien de l'est de l'Ukraine. Ils sont en train de tuer nos frères, nos femmes, nos enfants. Je vais transformer votre ville en cauchemar, comme vous l'avez fait avec la nôtre. Si un obus de plus tombe sur notre ville, nous nous dirigerons vers Kiev et nous dirigerons nos actions militaires vers vous, bâtards. Et nous détruirons, je vais tout détruire, tout. Au plus fort de la guerre, un avion de ligne reliant Amsterdam à Kuala Lumpur est abattu. Il n'y a aucun survivant parmi les 298 passagers du vol MH17. Dmytro Kaitaniuk est vétéran de l'armée ukrainienne. Un volontaire qui a combattu pendant 2 ans les séparatistes dans le Donbass. Aujourd'hui, il vit à Kiev avec sa femme Olena.
Cette guerre, elle ressemble à ce qu'il se passait au milieu de la Première Guerre mondiale. C'est une guerre de tranchées classique. Des deux côtés, chacun a enterré ses positions. Et il y a des duels d'artillerie pour essayer justement de faire reculer ses positions. Une guerre d'usure se poursuit depuis 6 ans. Aujourd'hui, comme en 2014, mon seul souhait, c'est la victoire. Pour l'Ukraine, cette guerre est essentielle. Nous ne faisons pas la guerre pour la Crimée ou le Donbass. Nous luttons pour l'existence même de l'Ukraine en tant qu'État. Si on perd cette guerre, ce qui nous attend, c'est les épurations et la famine, comme à l'époque de l'URSS avec des millions de victimes. Dmytro et son épouse doutent de la capacité de leur président à stopper cette guerre. Il a pourtant été élu sur cette promesse. Zelensky n'a aucune chance de mettre fin à la guerre. Tous les slogans du président et de son entourage qui disent qu'il faut stopper la guerre, c'est du populisme. Derrière, il n'y a rien de solide, à part la volonté de vouloir garder le pouvoir. La clé de la résolution de ce conflit se trouve au Kremlin. Et ça, tout le monde le sait. La guerre en Ukraine, ce n'est pas du cinéma. Elle a coûté la vie à plus de 13 000 personnes. Le Donbass est aujourd'hui la principale préoccupation des Ukrainiens. Quelques jours avant le sommet de Paris, le président Zelensky s'est donc rendu sur la ligne de front pour rencontrer ses soldats. Pour la 6e année consécutive, l'annexion de la Crimée par la Fédération de Russie et la guerre dans l'est de l'Ukraine se poursuivent. Il est regrettable que l'Ukraine sacrifie chaque jour ses meilleurs fils et filles pour sa liberté. Aujourd'hui, nous travaillons sans relâche pour rétablir la paix dans la terre du Donbass ukrainien qui souffre depuis trop longtemps. Se mettre en scène sur le terrain du conflit, Zelensky l'a fait dès le début de son mandat. Il doit faire froid en hiver. Oui, il fait froid. Vous vous chauffez au bois. Président en bras de chemise, qui veut entrer dans la peau du chef de guerre, montrer à son pays et au monde entier qu'il assume son rôle. Du côté de Moscou, on raille l'ancien comédien. Les sarcasmes fusent. Je ne connais pas cette personne. J'espère qu'on se rencontrera un jour. Il semble qu'il soit un expert dans le domaine où il travaillait auparavant. C'est un bon acteur. Mais c'est une chose de jouer quelqu'un et c'en est une autre d'être quelqu'un. Il n'a fait ses preuves d'aucune façon. Nous n'entendons que des déclarations controversées de sa part. Mais depuis cet été, les relations se sont réchauffées, en apparence. Je veux m'adresser au président russe Vladimir Poutine. Il faut qu'on parle. Il le faut. Faisons-le. Avant de discuter, il a fallu donner des gages. Chaque capitale a donc libéré 35 prisonniers politiques. Le 7 septembre, ces Ukrainiens ont retrouvé la liberté. Accueillis par le président Zelensky et les caméras de télévision. Parmi ces prisonniers, Mykola Karpiuk. Depuis 3 mois, il a repris ses habitudes dans le parc de la Victoire à Kiev. Après 5 années et demie passées dans les prisons russes. Depuis que je suis de retour en Ukraine, je suis submergé par la joie. Ici, je suis entouré, je rencontre des gens qui vivent dans un pays libre. C'est vraiment très différent de l'ambiance en Russie. En mars 2014, en pleine crise politique, ce membre de Pravi Sector, parti ultranationaliste cassé à l'extrême droite, est arrêté à la frontière russe.
On m'a invité en Russie pour des négociations avec le pouvoir du Kremlin. Le but était de régler le conflit qui mûrissait en Ukraine. On m'avait dit que j'allais rencontrer Poutine en personne. Moi qui n'ai jamais mis les pieds en Russie, jamais commis aucun crime là-bas, je voyageais l'esprit tranquille. Mais Moscou en décide autrement et l'accuse d'avoir participé à une autre guerre, celle de Tchétchénie en 1994. Durant la première année à l'isolement complet, Karpiuk est torturé. Tout ce qu'il y a dans mon dossier se base sur mes aveux forcés. Pourquoi se soucier des faits et des preuves s'il existe un courant électrique? À partir du moment où ils ont cessé de me torturer, l'attitude du personnel des prisons où j'étais enfermé était plus humaine. Entre la Russie d'aujourd'hui et l'Ukraine, la paix est impossible. Pour qu'il y ait la paix, il faut que la Russie nous rende la Crimée et le Donbass. Il est évident que la Russie considère l'Ukraine comme une partie de son territoire. Elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour créer le chaos et démontrer à la communauté internationale que les Ukrainiens sont incapables de se gouverner eux-mêmes. Cette défiance a créé une fissure dans l'arche d'amitié entre les Russes et les Ukrainiens, deux peuples frères de l'ex-URSS. Pourtant, ces derniers mois, Kiev et Moscou ont multiplié les gestes, l'un envers l'autre. Ces navires militaires, saisis il y a un an au large de la Crimée, viennent tout juste d'être rendus à l'Ukraine. Dans la région du Donbass, où la guerre fait rage depuis 6 ans, l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes ont pris leur distance. Chacun a reculé d'1 kilomètre, de part et d'autre de la ligne de front, sous les yeux des observateurs internationaux. Ce désengagement des forces n'est pas définitif. Il devrait encourager de nouvelles actions. Il s'agit notamment du contrôle de la frontière de notre pays. En ce début décembre à Paris, les négociations ont finalement duré 9 heures. Elles ont établi un calendrier sur de nouveaux échanges de prisonniers et un désengagement militaire plus large au Donbass. Mais rien sur la présence des milices pro-russes et le contrôle de la frontière. Un résultat important à plusieurs égards. Sur la question de la frontière, nos positions avec le président ukrainien sont tout à fait divergentes. Mais la mienne est très claire. Nous sommes pour l'application complète de nos accords précédents. Mes collègues m'ont fait comprendre que nous avions déjà obtenu de bons résultats pour une première rencontre. Mais pour moi, ce n'est pas assez. J'aurais aimé régler plus de problèmes. Merci à vous. Poutine est resté égal à lui-même. Zelensky n'a pas craqué. Ce soir-là à Paris, pas d'ovation mondiale pour célébrer un accord, pas de photos de poignées de main entre les deux présidents. Les 4 chefs d'État doivent se revoir dans 4 mois pour la suite du feuilleton. Ne pas laisser tomber à nouveau la guerre à l'est de l'Ukraine, aux oubliettes de l'histoire.